Bonjour et bienvenue dans cette édition d'Interview. Nous sommes avec le stratège de l'avenir, auteur de best-seller, John Sarney. John, merci pour cette interview. Votre travail consiste à prédire l'avenir en quelque sorte. Comment faites-vous cela? Eh bien, c'est vraiment difficile de prédire quoi que ce soit à notre époque. Il y a tellement de choses qui évoluent en permanence. Je crois que la façon la plus simple d'essayer d'expliquer l'avenir, c'est de montrer aux gens les cycles dans lesquels nous sommes, où nous sommes dans le cycle, mais aussi ce que pourrait être la prochaine phase du cycle, quels sont les futurs plausibles et probables vers lesquels nous allons. Et je pense que la clé, c'est d'être capable de se préparer à toutes les éventualités. Comment faire cela? Il y a différentes manières de le faire. Il y a ces nouveaux business models dont l'économie d'apprentissage, grâce à laquelle nous avons un retour du marché avant même de créer quoi que ce soit. En utilisant l'intelligence artificielle et les données, nous sommes en mesure de nous préparer à toute éventualité car le marché nous dit quoi préparer avant même que nous le fassions. Je suppose que l'un des défis à relever est la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle intègre la technologie. Pouvons-nous suivre le rythme? Si nous l'utilisons comme un partenaire, oui. C'est un moyen fantastique pour nous de garder une longueur d'avance. De nombreuses entreprises qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle et les données commencent à voir leur part de marché grignotée par des entreprises qui, elles, les utilisent. La clé, c'est de bâtir l'activité en les mettant au cœur de l'entreprise et non par-dessus un modèle d'entreprise de l'ancienne école. Vous êtes ici dans le musée du futur où avait lieu cette semaine le Dubai Future Forum. Comment s'est passé cet événement et pourquoi est-il important de nous projeter dans l'avenir? C'est incroyable de réunir 400 des meilleurs futurologues du monde sous un même toit, de discuter des mêmes défis auxquels nous sommes confrontés et d'apprendre les uns des autres. Ce qui, à mon avis, ne se fait pas si souvent. Nous avons beaucoup de chance d'être à Dubaï et d'avoir cette opportunité de rassembler des idées visionnaires. C'est important parce que nous avons tellement de marchés différents à gérer et le fait de pouvoir partager les leçons que nous en tirons nous rend tous meilleurs, plus exhaustifs et mieux à même d'aider le monde à se préparer pour l'avenir. Ce forum a-t-il été un succès? Vous avez dit que vous aviez un petit conseil à donner pour la prochaine édition. C'était un immense succès. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une pièce manquante. Et il y en a toujours, vu la vitesse à laquelle les choses évoluent. Pour décrire cela au mieux, je reprendrai la devise d'Einstein. On ne peut résoudre un problème de l'endroit où il a été créé. Cette conférence a réuni de nombreuses personnes intelligentes. Mais il y a de nombreuses personnes intelligentes partout dans le monde. Nous ne pouvons pas utiliser ce niveau d'intelligence pour créer de nouvelles solutions, car celles-ci requièrent un nouveau type de compétences. Quand on regarde les choses dans leur ensemble, à l'ère agraire, nos capacités physiques, c'était le plus important. À l'ère industrielle, la machine à vapeur a remplacé ses aspects physiques. Donc nous avons dû développer une nouvelle compétence appelée intelligence, QI ou quotient intellectuel. Et maintenant que l'intelligence artificielle et les données sont là, notre QI est remplacé et nous devons développer l'intelligence émotionnelle. L'obstacle que nous n'avons pas vu, c'était de savoir comment mettre à niveau le logiciel humain pour que nous puissions faire face à l'incertitude et à l'inconnu avec plus d'optimisme. La plupart des gens ont peur de l'inconnu. Nous devons changer cela, car nous n'avons pas le choix. L'avenir est plus incertain que jamais, et la façon dont nous y faisons face devient de loin la compétence la plus importante que nous puissions avoir. Pensez-vous que la pandémie récente a joué un rôle dans l'état d'esprit de la société dans son ensemble? Absolument. Elle a représenté une sorte de portail qui nous a fait entrer dans ce nouveau monde et qui nous a poussés vers 2030 bien plus rapidement que ce à quoi on s'attendait. Autre aspect très important, nous avons pris conscience qu'il était grand temps de descendre du tapis de course de la révolution industrielle qui tourne depuis 200 ans. Et je pense qu'aucun d'entre nous ne savait comment en descendre. La pause ou le portail qui a représenté la pandémie nous a donné l'occasion de chercher de nouvelles manières de faire les choses et a incité bon nombre d'entre nous à redéfinir nos priorités dans la vie. Ce changement global s'est-il déjà produit ou pas encore? Oh, il est clair qu'il doit encore se produire. Ce catalyseur nous a permis de voir les choses différemment, mais au cours des 8 prochaines années à peu près, avec l'avènement de l'intelligence artificielle et des données, mais aussi l'implosion de nombreuses structures auxquelles nous faisions autrefois confiance de manière implicite, nous verrons encore plus émerger de nouvelles façons de dialoguer avec le monde, d'apporter de la valeur ajoutée dans différents domaines, de la politique à la blockchain, de la finance à l'éducation, jusqu'à l'effondrement du patriarcat à bien des égards. Nous avons commencé à voir tant de nouveaux pouvoirs émerger et il est important de suivre cela de près. Est-ce vraiment possible d'être sûr de l'avenir?
Eh bien, encore une fois, le business model de l'économie d'échelle a encouragé notre dépendance à l'égard de la certitude, parce qu'il n'intègre aucune manière de nous préparer à l'avenir. La seule chose que nous pouvons gérer en réalité, c'est notre comportement, et si nous faisons en sorte que notre comportement s'adapte à l'avenir, alors ce que celui-ci nous apporte n'a pas vraiment d'importance. La certitude n'existe plus et il est vraiment important pour nous de nous en détacher parce qu'elle est devenue inatteignable. Ce n'est plus un luxe que nous avons. Malgré notre envie de réussir et nos efforts pour le faire, l'échec est inévitable. Comment définissez-vous l'échec? Je crois encore une fois que nous devons redéfinir le succès parce qu'il ne peut pas se résumer au fait d'avoir beaucoup d'argent et au statut qui va avec. La question n'est pas de définir l'échec, mais plutôt de définir le succès. Dans le monde d'aujourd'hui, avec tant d'avancées technologiques et tant de nouvelles manières de gagner de l'argent, nous avons des taux de dépression, de solitude et de suicide jamais vus à travers le monde. Donc, il est beaucoup plus important de redéfinir le succès que l'échec. Si nous pouvons considérer le succès davantage comme un processus intelligent, émotionnel, qui consiste à trouver une certaine harmonie dans notre vie quotidienne, alors tout ce qui se présentera sera plus facile à aborder. Dans votre livre « Who Do We Become ?», il y a une question qui m'a marquée. C'est « À quoi donnons-nous de la valeur ?» Pouvez-vous répondre à cette question que vous posez vous-même? Absolument. Pour moi, donner de la valeur à la paix, à l'harmonie et à la symbiose prend une telle importance. Et au cœur de cela se trouve une grande part de richesse. D'ailleurs, pour l'avenir, nous devons lier la notion de richesse au bien-être. C'est pour nous une nouvelle manière de penser parce qu'il ne s'agit pas de dire non à la rentabilité et à l'argent, mais de l'aborder en même temps de manière plus élégante et plus consciencieuse. Parlons de l'économie de la passion, un concept qui, je crois, est très proche de ce qui vous intéresse et de vos recherches. Selon vous, comment la définir? Avant de vous en donner la définition, rappelons-nous que la révolution industrielle nous a obligés à nous conformer à ce que l'on attendait de nous. Ce sont les matières que l'on étudiait et les diplômes que l'on obtenait à l'université qui permettaient de décrocher des emplois en entreprises auxquelles on voulait se conformer. Dans ce nouveau monde vers lequel nous évoluons, les technologies remplacent ces fonctions dans lesquelles nous avions l'habitude de nous intégrer. Aujourd'hui, sortir du moule devient la devise du futur. Et pour pouvoir le faire, nous devons accéder à notre propre génie. Tout le monde a une réserve de génie en soi. Une fois que vous accédez à ce génie, tout devient différent. Steve Jobs l'a dit dans son discours très célèbre à Stanford. Il a dit « Ne vous arrêtez pas avant d'avoir trouvé ce pourquoi vous êtes sur cette terre. En faisant cela, vous devenez tout naturellement un créateur. » Et en tant que créateur, vous avez de nombreux canaux en ligne pour partager votre créativité. Il existe aujourd'hui une économie de la création de contenu d'une valeur de 16 milliards de dollars dans laquelle des individus utilisent différentes plateformes technologiques pour gagner des revenus incroyables selon leurs propres règles et conditions. Quand on y réfléchit, l'ancien monde consistait à avoir un emploi de 9h du matin à 5h du soir, 5 jours par semaine. Là, ces créateurs travaillent quand ils veulent, où ils veulent et comme ils veulent. Et ce niveau de liberté, c'est ce que tout le monde désire vraiment. Il s'agit simplement de repenser la façon dont nous communiquons et dont nous ajoutons de la valeur. Vous avez dit que l'avenir, évidemment, est incertain. À votre avis, quel sera le prochain grand bouleversement? Pour moi, c'est l'intelligence artificielle, l'avènement de l'intelligence artificielle. Je ne crois pas que nous soyons nombreux à comprendre exactement à quelle vitesse elle s'améliore et devient de plus en plus intelligente. C'est à la fois effrayant et excitant. Mais tout comme l'électricité a changé tous les aspects de notre vie, je pense que l'intelligence artificielle en fera tout autant. Au cours des 5 à 10 prochaines années, elle deviendra omniprésente dans chaque élément de notre vie et nous rendra les choses beaucoup plus simples, plus créatives et moins contraignantes. Sans parler des 3 à 5 prochaines années, que nous réserve l'année 2023? On va assister plus que toute autre chose à la poursuite de l'implosion du monde qui nous entoure. Nous devons réaliser que pour que quelque chose de nouveau puisse naître, ce qui est ancien doit imploser. On constate que les situations économiques et politiques ne sont pas bonnes à travers le monde. Les systèmes éducatifs ne sont pas à la hauteur. Donc, nous devons encore les voir imploser. Ce que je dis toujours lors de mes interventions, c'est que si vous vous réveillez le matin en sachant que le monde doit s'écrouler pour qu'un nouveau puisse émerger, vous deviendrez plus fort et plus résilient dans ce processus. Mon conseil est le suivant. Nous devons encore vivre quelques années d'implosion avant que le nouveau monde commence à s'éveiller. John Saney, merci beaucoup pour cette interview. C'était un plaisir de discuter avec vous. My absolute pleasure. Thank you.